Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clarisse Volon pour discuter de la schizophrénie. Ensemble, nous allons découvrir cette pathologie au travers de sa clinique afin de mieux comprendre le monde qu'ils perçoivent et hallucinent. Si tu es curieux d'en apprendre plus sur la schizophrénie et le quotidien de ces personnes, alors cet épisode est pour toi. Attends-toi à apprendre comment les hallucinations se construisent, comment Clarisse accueille ses patients, qu'est-ce que le concept de moi-peau, pourquoi halluciner c'est percevoir l'impensé, pourquoi tout le monde peut être sujet à des hallucinations, pourquoi les thérapies de groupe fonctionnent, pourquoi les thérapies avec des patients schizophrènes sont débordantes, qu'est-ce que le transfert, quelle place le thérapeute doit-il occuper, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras une meilleure compréhension de la schizophrénie, mais aussi du fonctionnement de ton propre appareil psychique. L'épisode d'aujourd'hui explore de nombreux sujets complexes, et je tiens à saluer la capacité de Clarisse à les rendre accessibles, même pour celles et ceux qui n'ont aucune connaissance en psychologie. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Sans plus attendre, voici Clarisse Volon. Bonjour Clarisse. Bonjour. Pour commencer l'épisode, je vous propose de vous présenter, de dire un petit peu aux gens qui vous êtes, dans quoi est-ce que vous travaillez. Oui, alors je m'appelle Clarisse Volon, je suis maître de conférence HDR en psychopathologie clinique et psychologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille. Je suis également psychologue clinicienne, experte psychologue auprès des tribunaux et je suis, à l'université, responsable de la formation de la licence de psychologie. Je suis également, membre, du master PPHIG, psychothérapie psychanalytique, individuelle, humaniste et groupale. Donc c'est un master, qui, forme des psychologues dans une approche psychanalytique et humaniste, avec aussi une sensibilisation à différents types de thérapies, comme l'hypnose, le MDR, les thérapies systémiques et surtout les thérapies de groupe puisque c'est une de mes spécialités, car, mes axes de recherche portent sur les psychothérapies, des schizophrénies et leur prise en charge groupale, mais aussi plus globalement les dynamiques de groupe. Je m'intéresse également à la question du cadre thérapeutique, des dispositifs de groupe, la notion d'enveloppe psychique qui est très importante, et également la question de la créativité, en situation de groupe. Je suis également membre de la Société française de psychothérapie psychanalytique de groupe, qui est une société savante, qui rassemble les analystes de groupe. J'ai fait, des cycles expérientiels, au sein du CEFRAP, qui était, une ancienne association, cofondée par René Caes et Didier Anzieux, où, étaient, conduits, des groupes de parole, et de psychodrame. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la schizophrénie? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette pathologie? Hem, En fait, j'ai pas une attirance spécifique sur une pathologie ou une autre, il se trouve que, j'ai toujours, été assez, sensible et assez intéressée, sur les différents modes d'être au monde. C'est-à-dire, hem, les différentes façons de se saisir de qu'un individu peut avoir d'un environnement, le sens qu'il peut, en mettre et puis le sens qu'il en donne, mais aussi, sa façon d'être, son rapport au temps, son rapport à l'espace, hem, à sa sensibilité et sa sensorialité. Et mes premières expériences cliniques, moi, je les ai eues en détention parce que quand j'étais étudiante, bah, à votre place, quand j'étais en licence de psychologie, j'étais membre du GENEPI, qui est le groupe d'étudiants national d'enseignement aux personnes incarcérées. C'est une association fondée par Badinter et donc j'intervenais toutes les semaines en détention et pour, animer, des groupes, avec des détenus, je faisais des débats sur l'actualité, enfin, moi, je faisais plein de trucs et en fait, très rapidement, je me suis aperçue de la question de la comorbidité, c'est-à-dire que la plupart des détenus, la plupart du temps, présentaient des troubles psychiques. Venant, d'autant plus, m'interpeller, sur la question de cette façon d'être au monde différent et donc assez rapidement, j'ai fait des stages en psychiatrie et à partir de là, ben, j'ai développé des axes de recherche, j'ai fait mon master et j'ai fait ma thèse là-dessus. Et alors, comment est-ce que vous définiriez votre approche personnelle à la schizophrénie? Comment est-ce que vous accueillez vos patients? Qu'est-ce que vous faites en thérapie avec eux? Et comment est-ce que vous essayez, du coup,
d'avancer sur leur pathologie? Moi, je travaille dans une orientation, psychanalytique, donc j'ai une approche, qui est, à la fois freudienne, mais aussi, post-freudienne dans une dimension, psychodynamique, qu'on appelle, anglo-saxonne. Donc c'est-à-dire que je m'appuie beaucoup sur les travaux, de Mélanie Klein, de Wilfried Bion, de Winnicott, notamment pour, aborder la question de la schizophrénie d'un point de vue, théorique, d'un point de vue paradigmatique. Hem Mais après complémentairement, j'ai aussi, une sensibilité, hem, assez phénoménologique, on va dire, puisque, tout à l'heure je vous ai parlé du rapport au temps, du rapport à l'espace, une façon d'être au monde, qui sont, des termes, dont les phénoménologues sont très friands. Heu donc c'est une sensibilité que j'ai, mais aussi, une sensibilité humaniste, notamment les travaux de Maggie Phillips sur la question, des états du moi. Ce sont des approches, qui me sont, enfin en tout cas pour lesquelles je nourris beaucoup d'intérêt, mais qui nécessitent un dialogue puisque c'est pas tout à fait freudien, et donc c'est la raison pour laquelle, je travaille dans ce qu'on appelle une approche complémentariste. C'est-à-dire que, je pars du principe que les différentes approches permettant de penser l'organisation psychique d'un individu sont intéressantes, sont complémentaires, elles n'ont pas vocation à être intégrées pour en faire une sorte de mix and match, et qu'il est tout à fait, essentiel de pouvoir en revanche, en repérer les limites réciproquement, et que c'est à partir de ces limites que l'on peut dialoguer. C'est Devereux qui travaillait, sur cette question du complémentarisme, en faisant des ponts entre, l'anthropologie et la psychanalyse, et donc c'est aussi enfin, c'est une démarche méthodologique que moi j'utilise pour penser, la prise en charge des patients schizophrènes, mais pas que des patients schizophrènes, aussi les patients que je rencontre en cabinet, en pratique libérale. Et je serais curieux de savoir comment est-ce que votre pratique a évolué, au fur et à mesure des rencontres ou des moments que vous avez pu avoir avec vos patients? Comment est-ce que vous en êtes arrivé? Parce que je suppose que c'est des limites que vous découvrez un petit peu sur le moment dans la pratique. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à adapter le tout, à essayer à savoir quand est-ce qu'on change d'approche, et cetera, Alors, l'évolution de la pratique, elle s'est fait, au fur et à mesure. J'ai pas tout le temps travaillé en psychiatrie adulte. J'ai travaillé au centre hospitalier Montperrin, au centre hospitalier Valvert. Ensuite, je suis partie en pédopsychiatrie en travaillant au centre hospitalier de Martigues, et depuis 2017, je suis en cabinet libéral. Donc c'est vrai que ça m'a permis quand même d'avoir un panel assez large de différentes, types de prise en charge, sachant que, en arrière-fond, la question du groupe, était toujours, saillante. C'est-à-dire que, quelles que soient les pratiques, que j'ai pu mettre en place, il y avait toujours une pratique groupale, complémentaire, que ce soit avec les patients schizophrènes, que ce soit avec les groupes d'enfants ou même, aujourd'hui en cabinet quand je reçois des familles. Il y a cette dimension groupale qui est extrêmement importante et qui fait fil rouge par-delà les différentes influences paradigmatiques, parce qu'en fait un individu seul, ça n'existe pas, et que, le penser, dans son contexte social, le penser dans la dynamique des liens auxquels il est assujetti, que ce soit les liens actuels, mais aussi les liens qui le précèdent, c'est-à-dire dans une dimension transgénérationnelle, est tout à fait essentiel en fait pour pouvoir travailler avec lui et pour pouvoir aussi, heu heu permettre d'envisager un mieux-être ou en tout cas une dynamique, vers le futur, quoi. Plus tôt, vous avez mentionné Didier Anzieux, et je serais curieux de plonger un petit peu directement dans le sujet. Et un des grands concepts d'Anzieux, c'est le moi-peau. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'entend Anzieux par, du coup, moi-peau, et en quoi cette métaphore est adaptée pour comprendre la souffrance d'un patient psychotique ou d'un patient schizophrène? Anzieux, bon, c'est un auteur que j'adore, en fait. Vraiment, c'est un de c'est une de mes références, chouchou, si on peut dire. Alors Didier Anzieux, il faut savoir que c'était donc c'était un psychanalyste français, qui au départ n'était pas psychanalyste. Il a fait une prépa, il a été prof de philosophie et puis il s'est réorienté. Alors je vais passer les détails sur sa vie, mais il a une vie, extrêmement passionnante. Et en fait, Didier Anzieux, en reprenant ses études de psycho,
il a commencé à faire des stages en soins somatiques et notamment en dermatologie. Et en fait, il s'est rendu compte que les expériences tactiles précoces, donc c'est vraiment les premiers contacts de la peau que le nourrisson peut avoir, mais même avant, heu, au niveau, intra-utérin, ont une importance absolument fondamentale dans la construction psychique de l'individu. Et en fait, pour lui, l'organisation psychique de l'individu émerge, se met en place avant tout à partir de ces expériences tactiles précoces. Et donc, en fait, pour lui, la notion de moi, donc c'est-à-dire le moi dans cette conception freudienne, le moi, le surmoi et le ça, est avant tout ce qu'on appelle un moi corporel, c'est-à-dire qu'il existe, qui se forme, ce moi qui nous permet de faire un distinguo entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Ben, en fait, il se forme grâce à un organe qui, à la base, permet cette différenciation, à savoir la peau. Et donc, en fonction des expériences tactiles précoces que l'on va avoir, notamment, pas que, mais notamment qu'on va avoir, la façon dont on va s'organiser psychiquement, je le dis vraiment de façon très vulgairement, va venir, structurer, notre organisation psychique. Alors il faut savoir qu'en psychanalyse, mais de toute façon de manière générale en psychologie, tous les concepts, inconscient, moi-peau, moi, surmoi, tout ça là, ce ne sont que des propositions pour appréhender l'organisation psychique de l'individu. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux. L'approche structurale, Lacan, c'est très bien, c'est hyper intéressant, mais la notion de position schizoparanoïde de Mélanie Klein et la notion de position dépressive est tout aussi intéressante. C'est juste que ce sont des propositions qui permettent de mettre du sens et d'essayer de comprendre comment l'organisation psychique de l'individu se forme. C'est des modèles. Et qu'à partir de ces modèles, et ben, du coup, ça va venir conditionner la façon dont le thérapeute va se positionner, la façon dont il va formuler des hypothèses de travail pour le patient. En se disant, bah tiens, là, ce serait intéressant de travailler sur tel et tel aspect. Si par exemple, bah, je prends par exemple les théories de Maggie Phillips sur le moi dissocié suite à un trauma, bah, on va faire l'hypothèse qu'on va travailler sur des parties du moi qui sont dissociées et qu'on va essayer de les réintégrer au moi qui est pas dissocié. Mais en fait, c'est de la popote interne. C'est cette, c'est ces propositions de repérer, d'essayer de mettre du sens sur la façon dont s'organise l'environnement psychique de l'individu, juste pour aider le thérapeute à essayer d'orienter son travail et de formuler, des hypothèses pour aider le patient dans la prise en charge. Ok, ouais, je vois. Et est-ce que vous pourriez décrire rapidement, pour si jamais il y a des écouteurs qui sont pas de licence de psychologie, ce que sont les concepts de moi, sur moi, et ça, juste rapidement, brièvement, pour pas qu'ils soient trop perdus? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je me disais en disant ces mots un peu barbares. Alors, c'est très simple. En fait, Freud, comme quand même, l'organisation psychique de l'individu, c'est un peu complexe, il s'est dit: «Bah, on va essayer d'en faire une carte». Ce que j'appelle la topographie. Une sorte de carte géographique en disant, essayer de repérer différentes zones et donc je vous passe les détails parce que ça a mis plusieurs années à se construire, c'était en plusieurs étapes, alors je vais aller à l'essentiel. Les dernières propositions de Freud, c'est qu'en fait, l'appareil psychique, bah, il y a 3 zones. Il y a le ça, C dit A, qui est, complètement inconsciente, et d'où viennent l'ensemble de nos pulsions, de nos instincts, de nos envies, de nos besoins, de nos désirs, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas accessibles à l'individu. Ensuite, il y a le moi qui fait interférence, qui fait, du coup séparation frontière entre le ça et l'environnement extérieur, donc d'où l'importance, de cette question de comment penser le moi, d'où ça vient et cetera et c'est là que Anzu est hyper complémentaire avec sa notion de moi-peau et donc le moi qui permet de filtrer ce qui se passe à l'intérieur vers l'extérieur, mais inversement, de filtrer ce qui se passe à l'extérieur vers l'intérieur et ensuite il y a le surmoi qui est
on va dire très simplement l'intériorisation des interdits, des régulations, des censures de l'environnement. Alors on parle d'interdits parentaux. Moi j'aime bien, étendre cette dimension-là parce que, sinon on peut vite rentrer dans les clichés, le père, la mère, qui sont, oui, qui sont très importants tout à fait, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi tout l'environnement dans lequel l'individu évolue et le surment en fait, intériorise un certain nombre de censures et d'interdits qui appartiennent à l'environnement. Bon. D'où aussi la question de l'importance du groupe. Parce qu'en fait, on voit bien que finalement, ces différentes zones, ces différents espaces se sont construits et ont émergé grâce à l'expérience que l'individu a pu faire dès les premiers temps précoces de son développement avec son environnement extérieur et donc le groupe qui l'entoure. Donc ça, c'est le ça, le moi, le surmoi. C'est un peu une carte de l'organisation psychique de l'individu. Plus tôt, vous avez dit, donc avec le moi peau, que le moi de l'individu se construisait à partir des contacts physiques qu'il pouvait avoir, soit intra-utérin, soit après, plus tard, dans les premières années de vie, avec ses parents, ses figures d'attachement, etc. Ouais. Et vous avez aussi dit que du coup, c'était des métaphores qui aidaient les thérapeutes à pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passait chez l'individu pour essayer de le guider au mieux. Et donc, comment est-ce que ce concept de moi peau vous aide, vous, dans votre clinique, lorsque vous êtes face à un patient schizophrène? Alors, il va m'aider sur 2 registres, cette notion de moi-peau. Il va m'aider, d'une part, sur la façon d'appréhender l'organisation psychique du sujet, schizophrène, mais pas que schizophrène, hein, parce que la notion de moi-peau, c'est une dimension qui est transversale et sur ma posture thérapeutique. Il faut savoir que, en yeux, cette notion de moi-peau, il l'a fait évoluer et qu'en fait au fur et à mesure des années, il va plus parler de moi-peau, il va parler d'enveloppe psychique, qui est en fait une refonte de la notion de moi-peau. Et qu'en fait, ces enveloppes psychiques, eh ben, elles peuvent avoir plein de textures différentes. Et qu'en fonction de l'organisation psychique de l'individu, cette enveloppe n'est pas la même, n'a pas la même forme. Enveloppe psychique, moi, peau, moi, d'accord. Enfin, on est quand même toujours sur un peu le même registre. Et donc, un patient schizophrène, c'est un patient qui, c'est un individu qui, heu, alors, dans la conception, freudienne, mais aussi, kleinienne, a une relation, fusionnelle avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire que son environnement interne et l'environnement extérieur n'est pas tout à fait délimité. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait une continuité. Souvent, on va dire que son enveloppe psychique, elle est morcelée, en fait. C'est-à-dire qu'il a une constitution du moi qui est morcelée. Le moi du patient schizophrène est morcelé. Et donc du coup, ça veut dire que, ces sensations, ces représentations, ces expériences, il va être difficile pour le sujet de l'attribuer à lui ou à l'environnement extérieur. Il y a une confusion, dans sa façon, d'appréhender l'environnement extérieur et ça va se manifester notamment par, hem, ce qu'on appelle un investissement protoplasmique du monde extérieur. C'est-à-dire que, moi et le mur qui est derrière moi, c'est le même organe, quoi. Il y a pas de différenciation, en fait. Et quand, par exemple, il y a des hallucinations, d'organes, parfois, voilà, il y a des patients qui vont avoir des hallucinations, ils vont voir, leur bras qui est de l'autre côté de la pièce, ou des parties de leur corps, qui sont un peu partout. Bah, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas unifiés, quoi. Enfin, il y a vraiment une impossibilité de pouvoir opérer un distinguo entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Donc ça, la notion de moi-peau et par extension la notion d'enveloppe psychique permet de penser cet aspect-là. Alors après, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'utilise pas que cette notion pour penser ça. J'utilise aussi beaucoup les travaux de Bion avec la fonction alpha, les éléments bêta, beaucoup aussi également les travaux de Racamier, donc bon, c'est pas que la notion de moi-peau, mais en tout cas, ça permet de donner des indications sur la façon dont, le sujet schizophrène en est dans sa capacité à pouvoir faire un distinguo entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Et du côté du thérapeute, de pouvoir, du coup, repérer également ce que ça va lui faire éprouver, ce rapport très, très particulier à l'environnement. Parce que le thérapeute, il est en face du patient et pour dire vulgairement, il se prend un peu plein axe ses modalités d'investissement psychique, quoi. Et ça peut être très, très violent, ça peut être extrêmement compliqué, c'est souvent très sidérant et du coup, il se passe des trucs du côté du thérapeute.
Et alors pour ça, moi, j'ai proposé un concept qui est celui de porosité de l'enveloppe psychique, où en fait, dans les ressentis contre-transférentiels, c'est-à-dire ce que ressent le thérapeute au contact spécifiquement de ses patients, mais après, enfin, je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi avec d'autres patients, mais le thérapeute avait tendance à régresser et que son propre état du moi, sa propre capacité à pouvoir faire un distinguo entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur, opérait aussi une modification et que du coup, on pouvait, en tant que thérapeute, avoir accès à des parties très archaïques de soi-même, très régressées, et qui, à partir du moment où ces pensées contenues et travaillées, nous permettent plus facilement de travailler également avec le patient. Ça ne veut pas dire qu'on devient schizophrène, absolument pas. Parce on a fait beaucoup d'années d'analyse, on est au travail, on est en supervision, etc. Mais on a besoin, en tant que thérapeute, pour pouvoir comprendre, entendre et aussi accompagner le patient dans sa modalité d'être au monde, ce monde où les différenciations finalement font quand même question, de pouvoir aussi être au contact avec certaines parties archaïques de soi. Et en fait, ça se fait par un processus de régression qui va venir modifier de façon transitoire et momentanée notre état du moi vers une certaine forme de porosité, donc c'est-à-dire avec des parties du moi qui vont un peu s'affiner, avec parfois une tendance à avoir de façon un petit peu plus transparente cette façon de différencier l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, mais qui n'est pas totale, qui n'est pas complète, et donc avec un travail de position méta, donc c'est-à-dire une capacité de faire un pas de côté et de pouvoir aussi garder une position haute, enfin haute pas dans le sens vertical, mais dans le sens réflexif par rapport à la rencontre clinique, bah, pouvoir le travailler et le mettre à la disposition du patient et échanger avec le patient, quoi. En fait, ça renvoie à une notion que j'adore, en psychanalyse et que je trouve extrêmement importante, qui est la notion de vertex de Bion. En fait, Wilfried Bion, qui est un autre psychanalyste anglais, en fait, il dit que, les patients schizophrènes, ils ont un vertex. Ils ont une façon d'être au monde, une façon de se représenter le monde. Mais ce serait, complètement, heu, absurde et abscon de penser que cette façon d'être au monde et cette représentation du monde serait moins bien ou serait fausse par rapport à celle d'un autre individu qui ne serait pas schizophrène. Pourquoi notre représentation du monde serait mieux ou serait normale par rapport à celle des patients que nous rencontrons? Et je ne parle pas que des patients schizophrènes, de n'importe quel type de patient. Qui on est pour juger du degré de normalité ou d'adaptabilité d'une façon d'être, d'une façon de se représenter les choses? Personne. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Et donc du coup, l'idée, c'est que, notamment avec les patients schizophrènes, c'est d'essayer, nous, en tant que thérapeutes, déjà d'explorer leur propre vertex, leur propre univers, leur propre façon d'être au monde, mais aussi d'inviter le patient schizophrène à explorer le nôtre, de façon à ce que le patient schizophrène, mais aussi n'importe quel type de patient, et le thérapeute, soient en capacité de passer de l'un à l'autre, de façon contenante, de façon étayante. Et que finalement, le patient schizophrène, peut-être qu'il va continuer à halluciner, peut-être qu'il va continuer à délirer, mais c'est pas le problème. À partir du moment où ça le fait pas souffrir, il a le droit, c'est sa façon d'être, il y a pas de souci, il reconstruit le monde qu'il veut. Mais qu'il soit aussi en capacité de pouvoir investir une autre réalité. Une réalité où ces modes de représentation n'existent pas forcément et où il peut s'adapter, il peut aussi faire un pas de côté. On appelle la position méta dans la schizophrénie. Ça, c'est une thèse qui avait été faite par, euh, par Shadi Ashrafi Prévoto à l'université d'Aix-Marseille, une thèse très intéressante sur la position méta du patient schizophrène. Donc cette capacité de faire un pas de côté, un peu comme celle que j'ai décrite tout à l'heure chez le clinicien, de faire un pas de côté et de rester dans une position réflexive dans la rencontre clinique avec le patient, en dépit des mouvements de régression qui peuvent nous traverser, mais qui en réalité sont un vrai outil thérapeutique pour travailler avec les patients. Et comment cette régression, je suppose qu'elle s'incarne dans le corps, et donc je peux voir comment est-ce qu'on peut la ressentir, etc. Mais je trouve que le lien est un peu moins évident quant à voir comment est-ce qu'elle va s'incarner dans le langage, puisque une bonne partie de la thérapie, enfin, je suppose, va se faire aussi dans le langage, peut-être dans l'échange. Alors, c'est-à-dire par rapport à dans l'échange avec
Le patient Ou même dans la position réflexive, le fait d'être en réflexion, je supposais que ça impliquait une notion du langage, enfin des pensées, exactement, dessus et donc je me demandais comment est-ce que cela, s'incarnait aussi à ce niveau-là? tout à fait. Alors, de façon assez simple, on n'invalide jamais le discours du patient. Ce que dit le patient, c'est vrai parce que c'est sa réalité. C'est sa réalité intérieure et c'est même un cadeau qu'il nous fait. Bon ça là-dessus c'est là-dessus que c'est des côtés un peu humanistes parce que c'est pour le coup, ça c'est Maggie Phillips qui en parle. Hem c'est un cadeau qu'il nous fait de nous donner accès à sa réalité psychique parce que, quand on rencontre des patients, surtout en psychiatrie, mais même aussi en cabinet, souvent c'est pas le premier suivi, quoi. Ça fait quand même un paquet d'années qu'ils voient des psys, des psychiatres, qui sont dans des structures. Moi, en psychiatrie, j'ai travaillé avec des patients qui étaient extrêmement, qu'on appelle chronicisés, c'est-à-dire ça faisait plus d'une trentaine d'années qu'ils étaient à l'hôpital et qu'ils en étaient pas sortis et donc quand ils nous voient arriver, pourquoi nous faire Ouais. confiance, quoi? Oui, c'est vrai. Pourquoi nous plutôt qu'un autre, quoi? Parce que finalement, on est un parmi nous dans cette constellation de soignants et le fait qu'ils puissent nouer une confiance suffisante pour nous partager ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est extrêmement précieux et ça n'est pas à invalider. Il faut l'accueillir, le reconnaître et lui redonner sa juste place. Pour autant, on est quand même dans ce double vertex de Bion, c'est-à-dire que nous, on a quand même notre réalité à côté. Et il n'est pas question de l'invalider, celle-là non plus. Donc, tout l'enjeu de la psychothérapie, c'est de tenter d'arriver à pouvoir formuler ce qu'on appelle des interventions bifaces qui permettent à la fois de reconnaître la réalité du patient, mais aussi de façon conjointe celle du thérapeute, afin qu'elles puissent coexister, qu'elles puissent communiquer et qu'elles puissent collaborer. Ce travail est très facile à faire en groupe, plus qu'en thérapie individuelle. Parce qu'en fait, en groupe, comme je disais tout à l'heure, le patient, il y a pas vraiment de différence entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Du coup, les investissements sur les autres, il est hyper massif, quoi. C'est-à-dire que, il va, les souvent alors, parfois ça peut être dans le registre inverse, c'est complètement du registre du rejet et de la restriction, mais quand ça ne l'est pas, c'est très massif, c'est très adhésif, c'est très envahissant et en fait, en groupe, ça se diffracte, ça se dilue, ce type d'investissement psychique. C'est la façon dont les individus vont être en lien et en contact les uns avec les autres. KS parle de transfert diffracté. C'est-à-dire que au lieu d'investir une personne en psychothérapie individuelle, je vais investir plusieurs personnes. Et en fait, ça c'est vachement intéressant justement pour explorer différentes façons de penser, différentes façons d'être au monde. Et donc, le clinicien, en situation de groupe, notamment avec les patients schizophrènes, arrive beaucoup plus facilement à pouvoir travailler avec ces différents vertex et donc faire ces fameuses interventions bifaces pour pouvoir permettre aux patients schizophrènes d'explorer des parties de lui qu'il arriverait difficilement à avoir accès en temps normal, parce que justement il est avec plusieurs autres personnes avec qui il peut partager ça. La thérapie avec un patient schizophrène, que ce soit en groupe ou en individuel, est-ce qu'elle a pour but d'arriver à une reconstruction du moi-peau? Ou est-ce que ce qu'on peut espérer, c'est essayer de, par moment, durant la thérapie, vous parliez plutôt du coup d'étayage, de soutien, d'une présence qui va venir contenir, aider le patient à, oui, bah, ça, à se contenir. Ouais. Alors comme je le disais tout à l'heure, la notion de moi-peau, donc c'est une image, hein, d'ailleurs, Anzieux parle de métaphore du moi-peau. C'est vraiment une image qui nous permet de penser, l'organisation psychique de l'individu et donc qui est liée, comme je disais, à une intériorisation. Alors le terme exact, c'est introjection. C'est le vrai terme, un peu barbare, pour dire qu'en fait, l'individu va mettre à l'intérieur de lui ces fameuses expériences, heu, tactile, mais pas que, son rapport aussi, aux objets extérieurs, à l'objet maternel, à l'objet paternel, enfin à l'ensemble hem, des figures qui l'entourent et en fait, en l'introjectant, ça va venir structurer son moi et structurer enfin et donc donner une forme spécifique au moi-peau. Ce travail d'introjection peut être défaillant, il n'est pas toujours évident et d'ailleurs plus il est défaillant et moins il est efficient, plus on sera sur le registre de pathologies, très régressées, schizophrénie, autisme et cetera. En tout cas d'un point de vue psychanalytique
encore une fois, dans une orientation anglo-saxonne. Et donc, l'objectif thérapeutique, enfin, donc du coup, quand je parle de cette approche-là, on voit bien que, on n'est pas dans une approche structurale. C'est très dynamique, en fait. Ce sont des processus. C'est-à-dire que, la métaphore du cristal de Freud qui dit que soit on est névrosé, soit on est psychotique, c'est complètement out, quoi. Enfin, ça n'existe pas, en fait. L'individu a un potentiel, l'individu est mouvement, en tout cas mouvement psychique et en fait, il y a des moments de régression, des moments où ça se stabilise, des moments, où voilà, on arrive à une certaine forme d'équilibre et donc c'est ça qu'on va essayer de travailler avec le patient schizophrène. C'est permettre une relance d'une intériorisation, d'une introjection, d'objets, qui va permettre une certaine forme de stabilisation, d'équilibre de son organisation psychique qui soit suffisamment étayante et contenante, pour lui permettre, de ne pas trop se sentir attaqué, de ne pas trop se sentir intrusé, de ne pas trop se sentir, comment dire? J'allais dire mise à mal, mais en tout cas, chahutée par l'environnement extérieur. Qu'il puisse mobiliser et permettre la mobilisation à l'intérieur de lui, de capacités de contenance suffisantes pour trouver une certaine forme d'équilibre. Parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas de changer les personnes, ça n'a absolument aucun intérêt et c'est même, la façon dont ils ont d'être au monde, mais comme n'importe quel patient, mais même vous, mais même moi, enfin, on a chacun, une capacité très créative d'être au contact de notre environnement extérieur et d'être et c'est nos individualités et enfin, il est hors de question d'agir là-dessus. Par contre, ça devient un sujet si on commence à être en souffrance et à pas être bien, quoi. Donc c'est d'arriver à un certain équilibre pour que l'individu, schizophrène ou pas, puisse, être suffisamment en harmonie ou en tout cas en équilibre avec ce qui se passe à l'intérieur de lui et ce qui se passe dans l'environnement extérieur et qu'il ait au moins les capacités de pouvoir vivre décemment. C'est-à-dire à la fois décemment psychiquement, de pas être envahi, de pas être envahi par des angoisses, par des hallucinations qui seraient heu trop déstructurantes, mais aussi, de suffisamment bien vivre dans son quotidien, éventuellement de pouvoir subvenir à ses propres besoins, heu et éventuellement d'être complètement autonome, d'être un vrai citoyen. Vous venez de mentionner les hallucinations et je me demandais, vu qu'on vous avez dit que l'on ne va pas nier la réalité psychique du patient, est-ce que l'hallucination va se différencier de sa perception ou est-ce qu'on va considérer sa perception comme l'hallucination? Je me demandais qu'est-ce qu'on entend par hallucination et comment est-ce qu'on va le différencier de lui, sa perception normale? Oui, alors l'hallucination, pour le coup, moi ça j'ai donc mon collègue Guy Jimenez, qui est avec moi dans le master PPHIG et qui travaille également sur les mêmes axes de recherche que moi, a beaucoup travaillé sur cette question. Il a même écrit un livre là-dessus et en fait, il a cette phrase très jolie qui dit que l'hallucination, est une perception sans objet à percevoir. Donc ça veut dire que l'appareil perceptif est complètement mobilisé dans l'hallucination, est complètement au travail et perçoit bien quelque chose. Mais ce quelque chose n'existe, pas physiquement. En tout cas, pas matériellement, n'a pas de consistance matérielle, qui puisse être partageable avec son environnement extérieur. Et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que ces objets, ces perceptions, sans objet à percevoir, en fait, sont issues de 2 mécanismes qui sont le déni et le rejet, qui sont 2 mécanismes spécifiques, mécanismes psychiques, j'entends, qui portent sur un événement traumatique que le sujet aurait eu, et où, cette, enfin, cet événement traumatique et la perception que l'individu aurait pu avoir de cet événement traumatique vont être rejetés. C'est-à-dire que c'est pas refoulé, comme dans les névroses, dans le sens Renesas, c'est carrément mis à l'extérieur. À l'extérieur de l'individu, c'est rejeté. Il y a un trou dans le champ perceptif et donc ce matériel psychique-là va être utilisé pour construire des scénarios hallucinatoires
qui vont revenir, du coup, sous forme d'hallucinations. Que ce soit des hallucinations kinesthésiques, donc c'est-à-dire qui ont attrait, et qui ont attrait au corporel, des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, et cetera. Freud parlait du rêve comme la voie royale d'accès à l'inconscient. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer l'hallucination comme la voie royale pour la compréhension de la psychose, puisqu'on a vu que du coup c'était lié à son mécanisme de dénier-droger de la réalité qui faisait retour entre guillemets. Et donc oui, voilà, comment est-ce qu'on peut se servir de l'hallucination pour essayer d'aller comprendre les origines peut-être de la psychose chez le patient? Alors, déjà, il n'y a pas que l'hallucination, il y a les formations délirantes aussi. Et comment est-ce qu'on différencie les deux? Parce que j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'est une formation délirante. Le délire le délire, c'est une reconstruction de la réalité. C'est-à-dire que, à un moment donné, le sujet se coupe de la réalité. Il dit: «OK, je me reconstruis ma propre réalité». Bien évidemment, il se le dit pas comme ça, mais c'est un peu l'idée, et donc il se reconstruit son environnement, dans lequel il va pouvoir, autosatisfaire un certain nombre de besoins. Donc c'est ce qu'on appelle, on a une espèce de boucle auto-érogène, c'est-à-dire qu'en fait, il est pour le dire vraiment très vulgairement, dans une espèce de bulle hermétique où il se reconstruit sa réalité et où il n'y a pas de frustration et où il va, pouvoir, satisfaire ses besoins, ses désirs, ses pulsions, à partir de scénarios qu'il va créer lui-même. Ces délires, ils peuvent être de plein de natures différentes. C'est-à-dire que ça peut être, des délires, qui sont structurés, des délires plus ou moins structurés, donc on appelle des délires en secteur, des délires en réseau. Ça peut être avec des thématiques extrêmement différentes, interprétatifs, d'influence et cetera. Bon, et donc qui sont vraiment des constructions psychiques, quoi. Alors vous me direz, l'hallucination est également une construction psychique. Pour autant, l'hallucination a ceci de particulier qu'elle vient mobiliser l'appareil perceptif. Ce n'est pas le cas de la construction délirante. La construction délirante, la plupart du temps, ce sont des idées. Pour autant, l'hallucination, il y a des perceptions. L'individu entend, l'individu voit, l'individu sent quelque chose. Alors parfois, il est capable de dire si ça vient de l'intérieur de lui ou de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les hallucinations endogènes et les hallucinations exogènes. Mais l'appareil perceptif est mobilisé. Et en fait, très souvent, les hallucinations contribuent à la construction du délire et viennent nourrir le délire. Et vous pouvez très bien avoir des formations délirantes sans éléments hallucinatoires et à contrario, des hallucinations qui ne sont pas corrélées à des éléments délirants. Donc ça, c'était pour faire quand même ce distinguo parce que c'est souvent lié, mais parfois ça peut être disjoint. Donc il n'y a pas que l'hallucination, il y a aussi les formations délirantes. Et comme je le disais tout à l'heure pour penser, la façon dont on pense la construction de l'hallucination, mais qui est aussi le cas dans les éléments délirants, c'est qu'on voit bien qu'en fait, le matériel utilisé par le sujet dans les constructions de ces hallucinations sont issus des événements traumatiques qu'il a traversés. Donc en ce sens, ça permet d'avoir accès à sa réalité psychique et à ce qui s'est passé avant et qui peuvent permettre de donner, en partie, du sens sur la façon dont il organise et perçoit son environnement intérieur et son environnement extérieur. Et du coup, comment se construit une hallucination ou même du coup la formation délirante? Est-ce qu'il y a des mécanismes précis en jeu, un petit peu comme il y avait les mécanismes derrière la construction du rêve? Et est-ce qu'il y a différentes formes d'hallucinations? Puisque vous avez dit qu'il y avait les hallucinations déjà endogènes et exogènes. Mais est-ce qu'après, ça se différencie encore plus précisément en fonction des thématiques ou de je ne sais pas quelle catégorie? Oui, oui, bien sûr. Ben, du coup, comme je le disais tout à l'heure, les mécanismes, psychiques spécifiquement en jeu dans l'hallucination, c'est le déni et le rejet. Le rejet porte sur, la perception que le sujet aurait pu avoir d'un événement traumatique. Le déni porte sur le ressenti qu'a eu l'individu au regard de cet événement traumatique. Donc en fait, il y a une différence de traitement entre, l'affect et la représentation, qui vont être disjoints. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous faites renverser par une voiture, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Mais vous vous en sortez très bien, vous êtes vivant, tout va bien. Donc vous vous êtes fait renverser par une voiture, mais bon, c'était quand même un peu violent, quoi. Au moment et puis il se trouve que, vous vous êtes fait renverser, vous allez à l'hôpital, ça va, il y a pas de problème,
vous sortez de l'hôpital, vous êtes quand même un peu sonné et puis 2 jours après, vous vous rendez compte que vous avez une odeur de brûlé dans le nez et vous comprenez pas d'où ça vient. Vous cherchez dans votre appart, il y a rien qui brûle, c'est trop bizarre, vous comprenez pas. Vous comprenez pas ce qui se passe. Puis ça dure, puis c'est persistant. Vous êtes chez vous, vous êtes à la fac, vous êtes dans la rue, il y a toujours cette odeur, quoi. Vous comprenez pas ce qui se passe. Donc vous allez voir un psy et puis voilà, je comprends pas, il se passe un truc, j'ai cette odeur, et alors très rapidement, le psy, il fait l'hypothèse que, donc il et puis il vous fait parler. Il vous fait parler, de ce que vous de ce qui s'est passé et puis vous dites: «Bah, voilà, j'ai eu un trauma, machin, je me suis fait renverser par une voiture et tout». Et en fait, le psy va vous permettre, en tout cas va vous faire réfléchir sur le fait que, au moment où il y a eu cet impact avec la voiture, vous avez ressenti quelque chose de très fort, très, très fort, de la terreur. La terreur, c'est ça qui est traumatique, hein. C'est quelque chose, une perte de contrôle de vous-même absolument, sidérante et inélaborable. Ce sentiment, cet affect, a été associé à une image, votre corps percutant la voiture. Mais il se trouve que la voiture, elle vous a vu, mais qu'elle a freiné très fort et très vite, faisant crisser les pneus contre le goudron et donnant cette odeur un peu de fumée, vous voyez? Un peu de brûlé. Sauf que vous, tout ça, c'est trop pour vous. C'est trop pour vous parce que c'est inélaborable. C'est inélaborable, ces ressentis qui sont venus vous effracter. Donc en fait, votre appareil psychique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Il a séparé ce ressenti de terreur, ce que vous avez ressenti à ce moment-là, et l'image associée, le fait de votre corps qui se fait percuter, avec l'ensemble des éléments sensoriels associés, là en l'occurrence cette odeur de fumée. D'accord? Pourtant, donc, les représentations, la perception, elle est rejetée, mise à l'extérieur. Ok. Vos ressentis, pourtant, ils sont là, vos affects, vous les avez. Mais comme ils sont inélaborables, comme c'est inédit, comme c'est de la terreur, comme vous avez perdu. En fait, ce qui fait trauma, quand on est traumatisé, ce qui fait que c'est trauma, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a une perte de contrôle qui est inélaborable. C'est ça qui est traumatique. Et le trauma est toujours corporel. Il y a toujours une base corporelle du trauma. Donc, du coup, votre corps, à un moment donné, perd le contrôle et tous les affects que vous avez ressentis à ce moment-là, vous n'arrivez pas à en mettre du sens. Donc du coup, ils vont rester un peu en stase quoi, à l'intérieur de vous. Enfin, ils vont pas être évacués quoi, ils vont pas être traités. La construction hallucinatoire, donc c'est-à-dire le retour là de cette fameuse perception, elle va revenir et en fait, ça va vous permettre de pouvoir, d'une certaine manière, tempérer, composer avec ces éléments, affectifs qui sont en stase et que vous n'arrivez pas à traiter et qui sont bloqués à l'intérieur de vous. Et en fait, tout le travail psychothérapeutique à ce moment-là, mais alors pour l'occurrence, comme vous n'êtes pas schizophrène et que bon, ben, là, c'est quand même assez simple, le plus simple, ce sera l'hypnose comme traitement. Mais du coup, de permettre une réarticulation entre ce qu'on appelle la représentation de choses et la représentation de mots, c'est-à-dire entre l'affect et la représentation elle-même, pour vous permettre de reconstruire une représentation complète de cet environnement et de l'accepter et de la reconnaître comme faisant partie de votre existence, sans que cela soit effractant et sans que cela revienne vous attaquer de l'intérieur. Donc du coup, pour répondre à votre question, sur l'hallucination et les mécanismes en jeu, voilà, ça c'est les mécanismes de déni et de rejet. Alors en fait, du coup, je vous en ai donné une perspective psychothérapeutique pour vous dire concrètement après qu'est-ce qu'on en fait. Mais après, il y a d'autres mécanismes en jeu, notamment dans le délire, que sont le clivage, l'identification projective pathologique, l'idéalisation narcissique. Voilà, vous avez une kyrielle, de mécanismes de défense, enfin de mécanismes qui sous-tendent l'organisation de ces formations délirantes et à partir desquels on va pouvoir commencer à travailler avec le patient et dont la plupart du temps, le clinicien y a accès à partir de ses ressentis contre-transférentiels, c'est-à-dire ce qu'il ressent lui dans la rencontre clinique avec. Enfin, en tout cas,
dans une approche anglo-saxonne, nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que le patient me fait éprouver, qu'est-ce qui vient mettre en dépôt à l'intérieur de moi, où est-ce qu'il me met comment je l'éprouve et comment ça me permet de faire des hypothèses sur ce qui se passe chez lui, à l'intérieur de lui, comment il organise son environnement, comment il organise son délire pour pouvoir travailler avec lui. Oui, c'est un peu le retour de la position. Enfin, vous faites référence à la position méta de tout à l'heure que vous avez décrit, d'être capable d'analyser ce qui se passe sur le moment. C'est ça. Vous avez dit justement dans votre exemple de l'accident de voiture, vous avez précisé que si on n'était pas psychotique, il y aurait un traitement plus simple qui était l'hypnose. Mais du coup, ça sous-entend qu'on peut avoir des hallucinations face à des événements terribles, même lorsque l'on n'est pas psychotique. Ah bien sûr, on peut avoir des hallucinations, sans être psychotique. Par exemple, la psychose puerpérale, qui touche des femmes, après la naissance d'un enfant, peuvent être amenées à avoir des hallucinations. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont psychotiques, mais c'est juste elles, hem, elles, elles traversent un épisode psychotique. Mais c'est pour ça que, moi, j'aime assez peu ces termes de psychose et de schizophrénie parce que oui, on est bien obligé d'appeler un chat, pour, se repérer, dans l'organisation des maladies mentales. Mais en fait, en tout cas moi c'est la façon dont je travaille et c'est aussi ce que j'essaye d'enseigner à mes étudiants, c'est qu'on n'est pas dans des cases et qu'on peut tous régresser à des niveaux très différents. On peut tous être au contact de parties très archaïques de nous-mêmes. Après, il se trouve qu'en fonction de notre parcours de vie, de ce qui nous a été apporté, de ce qui nous a été transmis, on a une plus ou moins bonne capacité de composer avec ces mouvements archaïques, ces mouvements internes, ces mouvements de régression. Que parfois on n'a pas la possibilité de pouvoir les dépasser, qu'on on est obligé enfin, on navigue, on ferraille avec, ces parties plus archaïques de soi en permanence et parfois c'est pas le cas. On arrive à pouvoir travailler, et à pouvoir fonctionner avec, des niveaux, plus symbolisés, mais le spectre est large quoi et on peut, avoir accès à ces différentes parties de nous sous réserve qu'on y soit à l'écoute quoi. Et donc, l'hallucination, ce serait un petit peu une fenêtre sur ce noyau archaïque, une fenêtre, enfin, une conséquence de cette régression et de l'expression du coup de cette perte du symbole ou de cette perte des fonctions, j'ai envie de dire plus élevées, mais Non, l'hallucination n'est pas une conséquence, c'est une construction psychique sous-tendue par des mécanismes spécifiques qui permet à l'individu de pouvoir composer avec un événement traumatique qu'il ne parvient pas à élaborer. Ça permet de contribuer à un équilibre psychique, l'hallucination. Mais comme le délire, comme, d'autres, mécanismes, on va dire, plus névrosés, comme on dirait dans le jargon, comme les TOC, en fait, ça permet d'avoir un équilibre à un moment donné où on n'arrive pas à faire cette articulation entre représentation de choses et représentation de mots, c'est-à-dire entre affect corporel, traces archaïques et une représentation, de ces événements, qui sont inélaborables où on n'est pas en capacité de pouvoir élaborer et donc du coup, tout, tous ces symptômes, tous ces mécanismes nous aident et sont des béquilles, pour pouvoir, composer face à cette impossibilité. Alors bien évidemment, l'hallucination, c'est un des degrés les plus extrêmes, mais c'est, mutatis mutandis, comparable, à, l'hystérie de conversion, enfin en tout cas le symptôme de conversion, heu, ou un trouble du comportement alimentaire, en fait, autant d'éléments qui nous permettent à un moment donné de composer avec des expériences traumatiques, qui sont difficilement élaborables pour nous, quoi. Sans aide et sans travail psychothérapeutique. j'ai vu l'expression de noyau psychotique. Je dois avouer que j'ai un petit peu une idée de ce que c'est, mais j'ai un peu du mal à me représenter, précisément, comment ça entre en jeu dans les pathologies et surtout comment est-ce que du coup on va peut-être le retrouver chez tout le monde? Vu que vous avez dit qu'en fonction de l'élément de terreur qu'on pouvait avoir, je me demandais s'il pouvait être réactivé. Donc, qu'est-ce qu'on entend précisément par noyau psychotique? Et est-ce que du coup, on peut rencontrer ce noyau dans des événements chez les personnes qui normalement ne présentent pas une structure psychotique? Oui, alors en fait,
faut savoir que noyau psychotique, position schizoparanoïde, part psychotique, tout ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur, la cartographie de l'organisation psychique. C'est-à-dire que c'est des façons de définir des choses, mais c'est des propositions et c'est juste de la terminologie, d'accord? Heu, Quand on parle de noyau psychotique, on fait référence à ce qu'on appelle, des parts plus archaïques de notre personnalité, donc c'est-à-dire des zones où, on va, fonctionner un petit peu sur le registre de la position schizoparanoïde de Mélanie Klein. En fait, Mélanie Klein, donc c'est une autre psychanalyste, qui est, un peu plus ancienne que enfin non, elle a psychanalysé Bion, donc c'est elle est contemporaine de Wilfrid Bion, mais elle venait un peu avant et en fait, elle a fait quelque chose de révolutionnaire dans le monde de la psychanalyse. Elle a dit: «Mais en fait, les différents stades du développement de Freud là, ce Freud, il a dit que ma carte tout à l'heure là, le moi, le ça, le surmoi, en fait, ça se construit grâce à plusieurs étapes de développement. Donc il a défini plusieurs étapes, le stade oral, le stade anal, le stade phallique et cetera et en fait, Mélanie Klein, elle dit: «Non, mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout des stades comme ça, c'est des positions». C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes positions dans l'organisation psychique de l'individu. Il y a une position qui est plus archaïque, où le moi quand on parle d'archaïque, ça veut dire que, l'organisation psychique, elle est en germe, quoi. Elle est pas stabilisée. Donc le moi, il est pas intégré, il est morcelé, il est soumis à des mouvements, psychiques internes très intenses, du registre de la destructivité, de la haine, de l'envie, enfin des choses qui sont très déstructurantes pour l'individu. Heu, Ça, c'est la position schizoparanoïde et après il y a la position dépressive où là, ça se rassemble. Ça se rassemble et où l'individu arrive, déjà à contenir et à organiser ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais aussi à faire un distinguo avec l'environnement extérieur, à moins se sentir impacté lorsque l'environnement est déstructurant, par exemple, ou défaillant, à pouvoir se dire, «Bon, bah, OK, ma mère, elle vient pas tout de suite m'apporter à manger, mon biberon quand je pleure, mais pour autant ça veut pas forcément dire que c'est une bonne mère et qu'elle enfin une mauvaise mère et qu'elle doit être, détruite», par exemple. Ce qu'on appelle l'ambivalence. Un objet peut être bon et mauvais en même temps. Donc et ça, c'est la position dépressive et en fait, elle a dit que, voilà, en fait, l'individu, bah, la plupart du temps, il passe la position schizoparanoïde et il arrive à la position dépressive, mais il peut très bien revenir à une position schizoparanoïde dans son fonctionnement. Ça, c'est des schizophrénies et c'est ce qu'on va appeler enfin, vulgairement, c'est ce que d'autres auteurs vont repérer comme, le noyau psychotique. En fait, Mélanie Klein, elle parle de position, en fait, c'est-à-dire c'est une modalité d'organisation psychique qui est plus régressée. Donc, après, ce noyau psychotique, par exemple, bon là, ça va être un petit peu complexe, mais, donc je vais être assez rapide, mais, par exemple, René Caës, lui, il dit que, l'inconscient est structuré comme un groupe. C'est-à-dire que, vous savez, tout à l'heure, je parlais d'introjection à l'intérieur de soi, de son environnement, tout ça. Des bons objets, des bonnes représentations qui nous permettent de nous structurer et en fait, pour Caës, pour René Caës qui est lui, psychanalyste français qui est concomitant de Didier Anzuet, ils étaient très copains. Caës, c'est celui qui a fondé le laboratoire de psychologie clinique à l'université d'Aix-Marseille. Heu, donc c'est quelqu'un qui est très, très important dans notre paysage, que beaucoup de monde a tendance à oublier, mais en tout cas, c'est grâce à lui qu'il y a le laboratoire de psychologie clinique à Aix aujourd'hui et en fait, René Caës, il dit que, bah, en fait, tous ces éléments-là qui sont introjectés, en fait, ça fait un groupe à l'intérieur de nous et c'est ce groupe qui nous structure. C'est ça ce qu'il appelle les groupes internes et en fait, chez les patients schizophrènes, ces groupes internes, ils sont pas très bien organisés. C'est-à-dire que, souvent, c'est aggloméré, c'est congloméré, c'est pas très très différencié, et donc ce qui fait qu'en fait, le sujet n'a pas, pour dire très vulgairement, à l'intérieur de lui, un système de représentation et d'organisation qui soit suffisamment stable, pour lui permettre de pouvoir bien, heu, repérer ce qui lui appartient et ce qui appartient au monde extérieur. Donc par exemple, bah, ça, par exemple, les groupes internes agglutinés, c'est une autre façon de parler de noyau, psychotique, par exemple. Chez Bion, noyau psychotique, ça va correspondre à l'augmentation des éléments bêta qui n'ont pas été traités par la fonction alpha.
Donc c'est très OK. donc mais ça je vous en avais parlé en amphi normalement, vous devez savoir. Ah Oui, c'est bon. Guillaume, J'ai la fonction alpha, j'ai pas la bêta. vous avez les refs, mais ça on en parle plus, enfin c'est moi qui fais un enseignement là-dessus, mais Bion, en fait, lui, il dit que par exemple, ben, justement pouvoir faire, le tri à l'int parce que Bion, donc élève de Mélanie Klein, donc position schizoparanoïde, tout ça. Il dit: «Bah OK, en fait, la position schizoparanoïde, c'est quand, voilà, l'individu est aux prises avec plein de mouvements internes qui sont compliqués à gérer et l'extérieur, il n'arrive pas à mettre de sens et cetera. Mais qu'est-ce qui lui permet finalement de mettre du sens dans tout ça? Qu'est-ce qui lui permet de passer à la position dépressive?» Et là, il dit: «C'est grâce à l'environnement extérieur». En fait, l'environnement extérieur va mettre du sens sur ce qui se passe chez l'individu à l'intérieur de lui, mais aussi sur l'environnement extérieur. «Mon bébé, tu pleures, tu cries, mais c'est parce que tu as faim. Mon bébé, tu pleures, tu cries, mais c'est parce que tu as les fesses sales. Je vais te donner à manger. Je vais te changer la couche». Bon, ça, c'est du care, c'est du handling, mais comme dirait Winnicott. Mais ça, en fait, c'est la fonction alpha. C'est la capacité de pouvoir traiter, mettre du sens sur ce qui se passe. Et au départ, cette fonction alpha, c'est souvent la mère, enfin, c'est l'environnement extérieur qui le porte. Et en fait, progressivement, l'individu va l'introjecter. On y revient toujours. Il va le mettre à l'intérieur et de lui-même, progressivement, il va réussir à dire: «Ah bah OK, en fait, j'ai mal au ventre, mais c'est parce que j'ai faim. Ah bah en fait, je me sens pas bien, mais c'est parce que j'ai envie de faire caca». Ça, c'est pour les aspects très basiques, mais après, il va le faire sur différents registres. Bon. Chez les patients schizophrènes, cette fonction alpha est défaillante. Donc, tout ce qu'il n'arrive pas à mettre de sens, ça va s'accumuler. Il appelle ça les éléments bêta, c'est-à-dire tout ce qui n'arrive pas à être transformé, notamment les événements traumatiques. Ça va s'agglomérer, ça va s'intensifier, ça va se juxtaposer. Et en fait, cette somme d'expériences internes, oui, qui ne sont pas transformables, qui ne sont pas élaborables, ça va être ce qu'il appelle la personnalité psychotique de l'individu et donc correspondre à ce que vous nommez le noyau psychotique. Et Bion, il dit, par exemple, que tout individu a 2 personnalités, une personnalité psychotique et une personnalité non psychotique. C'est-à-dire une personnalité psychotique, avec cette accumulation d'éléments bêta, qui est plus ou moins importante selon les individus, plus ou moins dominante chez les individus, mais aussi une personnalité non psychotique issue de l'introjection de cette fonction alpha maternelle et qui, pareil, est plus ou moins efficiente. Donc après, tout est une question d'équilibre. Quand la fonction alpha est très déficitaire, on a une personnalité psychotique qui est beaucoup plus prédominante. Et inversement. Et je me demandais là, comme ça, mais avec, en fait, c'était après la discussion avec les groupes internes, je suis pas sûr que ça ait quelque chose à voir, mais bon. Euh, le transfert de groupe, le fait qu'ils se diffractent dans les groupes avec les patients schizophrènes, ça permet aux thérapeutes, en tout cas, du coup, de soulager la quantité de transfert puisqu'il est diffracté chez tout le monde. Mais là où, quand c'est une thérapie 1 à 1, le contre-transfert que vous renvoyez, il va être contenant, il va être, oui, ça, contenant. Et mais par contre, si on est en groupe, vu que les autres, il y a 1 ou 2 thérapeutes ou voilà, et que tous les autres patients du groupe, les autres membres du groupe sont aussi des schizophrènes, leur transfert va peut-être être moins contenant, je me disais. Donc comment est-ce que cette dynamique de transfert, même si le fait qu'il soit diffracté, va impacter l'individu lui-même, le patient lui-même? Alors déjà, peut-être que pour vos éditeurs, il est important de préciser ce qu'on entend par transfert. Mmh. C'est quoi le transfert? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas forcément évident en vrai. En plus, il y a un gros débat dans la littérature. Si on n'est pas dans la cure type, c'est pas du transfert. Bon, bref. Donc, du coup, le transfert, moi, ce que j'entends par transfert, c'est la façon dont l'individu va investir l'environnement extérieur. Point à la ligne. Comment il l'investit, qu'est-ce qu'il attend de lui, tout ça. Et le contre-transfert concerne spécifiquement le thérapeute, c'est-à-dire ce que lui, il va ressentir et comment il va investir le patient. C'est tout. Donc, à partir de là, un transfert n'est jamais contenant. Un transfert, on va pas dire un transfert, on va dire les mouvements transférentiels, la façon dont on s'investit les uns les autres, on ne la contrôle pas. Enfin, on se dit pas, je vais l'investir comme ça pour qu'il soit. Non, enfin, c'est quelque chose qui est complètement inconscient. On le fait en fonction de son histoire, en fonction de son organisation psychique, en fonction de la prédominance de ses personnalités psychotiques et non psychotiques. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qu'on a malgré nous. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est
y être à l'écoute, y donner du sens et donc du coup ajuster nos modalités d'interaction, nos modalités de communication pour pouvoir comprendre et pour pouvoir accompagner le patient là où c'est difficile pour lui de mettre du sens et où il peut éprouver de la souffrance et de l'angoisse. Donc ça, c'est déjà un premier prérequis. Par rapport au transfert en situation de groupe, le fait qu'il y ait plusieurs individus qui soient au contact de leur part archaïque de façon plus ou moins importante ou pas, va permettre au sujet de faire l'expérience de différentes modalités d'investissement psychique dans un même temps. Là où en situation individuelle, on retrouve, le même individu, donc on va pendant un certain temps, toujours, répéter les mêmes modalités d'investissement jusqu'à ce qu'on arrive à le réfléchir, à le penser, à le mettre de côté, blablabla, mais ça prend du temps, en fait. Ça prend énormément de temps et puis ça demande de longues séances. En situation de groupe, c'est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, ils ont accès à ça plus rapidement et effectivement, du coup, le fait, de faire dans, la même heure, l'expérience d'un investissement avec le clinicien qui va nous renvoyer certaines choses et puis avec les patients qui vont nous renvoyer d'autres choses, en fait, on va avoir accès à des parties de nous qui vont être mises en mouvement de façon plus rapide, en fait et avec lesquelles on va pouvoir plus facilement y être à l'écoute. Le clinicien, l'analyste de groupe, parce que du coup, il faut être formé à ça, heu, va aura à charge de le repérer, de le soutenir et d'en permettre une élaboration pour l'ensemble des membres du groupe. Donc, et que bien évidemment, cette diffraction du transfert, le fait que voilà, nos investissements psychiques se répartissent sur l'ensemble des membres du groupe, prend des formes plurielles, qui est à réfléchir et à élaborer. L'individu ne va pas investir de la même manière le clinicien que son collègue qui est à sa gauche, par exemple. Il va y avoir des enjeux différents. Mais pourtant, elles seront complètement synchrones. Ça va se faire dans un même mouvement. D'ailleurs, Bejarano, qui est un psychanalyste de groupe, va identifier différents types de transferts en situation de groupe. Il va dire, par-delà les groupes avec les patients schizophrènes, hein. Il va dire que, par exemple, la façon dont les patients s'investissent les uns les autres ont certaines spécificités. La façon dont les patients investissent les thérapeutes, ça a une certaine forme de spécificité. C'est ce qu'on appelle les transferts. Donc, entre les membres du groupe, c'est ce qu'on appelle l'intertransfert. Sur la figure du thérapeute, c'est le transfert central. Entre les thérapeutes, parce que les thérapeutes, souvent on est deux dans les discussions, on s'investit aussi les uns les autres. Des fois, mon collègue, il va dire un truc, je vais trouver ça complètement à côté de la plaque, enfin ça va me saouler, je vais pas comprendre et d'un coup, je vais m'étonner d'avoir des mouvements un peu agressifs envers lui. Je vais dire: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je bois un pot, au restaurant, avec qui on est vachement en phase. Pourquoi là, il me sort par les yeux, quoi? Parce qu'en fait, peut-être que dans ma façon de l'investir à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, qui est en lien avec ce qui se passe dans le groupe. Et après, oui, en fait, je me rends compte que juste avant, Janine, elle a agressé Paul sur un sujet, et qu'en fait, à ce moment-là, dans le groupe, il y a de l'agressivité qui circule. Et donc, du coup, j'y ai accès dans mon lien avec mon cothérapeute, dans l'intertransfert, on appelle ça. Et donc, du coup, ça me donne ça me donne des tips pour pouvoir reprendre en groupe là ce qui est en train de se passer entre nous, quoi. Et justement, vous avez parlé un petit peu au début de l'épisode de comment est-ce que vous faisiez ça lorsque vous étiez seul avec le patient, que c'était cette position psychologique, entre guillemets, enfin, du coup, pas métapsychologique, mais métacognitive sur ce qui se passait dans notre corps, etc., pour essayer de comprendre. Mais là, en groupe, vous avez dit c'est rapide, il y a plein d'éléments qui vont dans tous les sens. Comment est-ce que vous en venez à réussir à comprendre, à imaginer, à voir le monde au travers du coup du patient psychotique ou même avec votre collègue? Comment est-ce que vous en venez à organiser tout ça? Et aussi, j'avais lu les psychodrames de Victoria Kayel, m'en avait envoyé quelques-uns. Et dedans, à chaque fois, le reprenait cette intervention étaient souvent des métaphores. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi une métaphore, alors qu'il me semblait que le patient schizophrène, du coup,
qui a du mal à faire du sens, je me demandais comment est-ce qu'il arriverait à faire le sens de la métaphore et pas forcément à la prendre juste au pied de la lettre et de comprendre le message qu'il y a derrière. Et donc, comment est-ce que vous organisez ça? Pourquoi l'utilisation de la métaphore dans les réponses? Et comment est-ce que vous arrivez, du coup, vraiment, vous, à comprendre, à analyser aussi vite dans l'instant ce qui se passe autour de vous Alors, en fait, l'idée dans les thérapies groupales avec les patients schizophrènes, mais en réalité dans toutes les thérapies groupales, quand on utilise les paradigmes de la psychanalyse de groupe, donc c'est-à-dire les travaux d'Anzieux, les travaux de Caes, les travaux de Pichon-Rivière, les travaux de Bejarano, enfin bon bref, il y a toute une famille. En fait, on, on part du principe que le groupe est une entité psychique propre. C'est-à-dire qu'il y a un inconscient groupal qui appartient à tout le monde, qui est partagé par tout le monde. Freud en parlait déjà dans Psychologie des foules et Analyse du moi, de façon succincte, mais il avait commencé à travailler là-dessus, et après ça a été repris par les auteurs qui lui ont succédé, notamment Bion, qui a beaucoup travaillé sur la question du groupe, et aussi Fulks, qui est aussi un autre psychanalyste de groupe anglais qui a travaillé dans le même hôpital que Bion, en Angleterre, dans l'après-guerre. Et en fait, on part du principe qu'il y a un inconscient groupal qui est partagé par tout le monde, et que à partir du moment où quelqu'un s'exprime dans le groupe, à travers ce qu'on appelle la chaîne associative groupale, en réalité, c'est l'ensemble du groupe qui s'exprime à travers lui. On appelle ça une fonction phorique. C'est l'ensemble du groupe qui s'exprime à travers lui. Et donc, si par exemple, quelqu'un dit « j'ai soif, j'aimerais bien boire de l'eau », le signifiant formel, donc c'est-à-dire la quintessence du scénario, la base de l'action, c'est quelqu'un a soif. Quelqu'un manque de quelque chose. Par extension, le groupe manque de quelque chose. Quelque chose manque dans chacun d'entre nous à ce moment-là dans le groupe. Et c'est cette personne qui l'exprime. Donc moi, en tant que thérapeute, là, c'est ça que je vais aller questionner. Quelque chose manque. Quelque chose nous manque. Et on va travailler systématiquement sur ce niveau-là. Parce qu'en fait, on part du principe que tout ce qui se passe dans le groupe appartient au groupe et qu'on travaille au niveau groupal. Et que les individus sont traversés par le groupe. Fulks disait que moi, pour le coup, je suis une des seules en France à parler de foot, parce que j'ai une partie de mon travail de recherche qui porte sur ces travaux, mais en fait, Fulks, il dit que le groupe, c'est un peu une matrice. Une matrice avec des réseaux. On parle de réseaux de communication, un peu comme les neurones. Et en fait, l'individu, c'est un point nodal de ces réseaux. C'est-à-dire qu'il est à l'intersection de chacun de ces réseaux. Et qu'il est traversé par le groupe. Il est pris dedans et que il est une partie constitutive de l'ensemble du groupe. Et donc, si on s'adresse au groupe, on s'adresse au patient, et donc ça a des effets sur le patient. Cette façon d'appréhender les choses est très en lien, enfin, est complètement dans la continuité des travaux de Cahiers sur la notion de groupe interne, du coup. Parce que partir du principe que l'inconscient est structuré comme un groupe va nous permettre d'encore mieux envisager l'individu quand il est dans un groupe thérapie. Puisque, en fait, sa façon d'investir les différents membres du groupe est l'expression de la façon dont ça s'organise avec ces différents groupes internes. Et donc, travailler sur ces mouvements permet de travailler sur la façon dont ça s'organise et ça se structure à l'intérieur de lui. Les différents objets qui viennent, les objets internes et qui viennent habiter, structurer l'intérieur de son environnement psychique et dont la construction de son moi. Et donc, l'utilisation de la métaphore, c'est pour être au niveau de groupal et être sûr que la métaphore puisse toucher chacun à sa manière, chacun des individus, sans laisser un de côté, c'est-à-dire pas réagir sur ce qu'a dit l'individu au niveau de l'individu pour pas le concerner uniquement lui, mais essayer d'aller prendre la métaphore pour essayer d'extrapoler à, je sais pas comment dire, mais au niveau symbolique au-dessus, afin que tous les individus qui du coup partagent tous quelque chose en manque, mais c'est peut-être pas un manque d'eau,
puissent se reconnaître dedans et après travailler dessus, c'est ça? Oui, alors après, je sais pas bien ce que vous définissez par métaphore, parce qu'on n'est pas forcément enfin, quelqu'un manque de quelque chose, c'est pas une métaphore, hein. Enfin, c'est juste un on extrait le scénario de base, les scénarios de base de ce qui se joue à ce moment dans le groupe et qui, permet à chacun des membres du groupe de pouvoir, à ce moment-là, explorer une partie de leur réalité interne, de leur vertex, en lien avec la réalité partagée par le groupe. Ça fait un peu comme un pont, en fait. Ça fait comme un pont. OK. Bah, par métaphore, j'entendais, j'avais vu, Victor Caillé disait par exemple, des fois quand il y avait des mouvements forts, elle faisait une métaphore avec, une vague qui venait, une sorte de tsunami et donc c'est des réactions comme ça où là, c'était pas juste enfin, c'est reprendre du coup ce qui se passait dans le groupe, mais vraiment ajouter une dimension métaphorique, à la chose. Mais du coup, je pense que c'est le même principe de fonctionnement. Bah, en fait, ça par contre, c'est des techniques, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, OK. il va y avoir des groupes où il y a besoin d'injecter des images. Où il y a besoin d'injecter des images pour faire ce travail parce qu'il y a, une grosse, difficulté de symbolisation, de construction de ce qu'on appelle une illusion groupale. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, puis ça, c'est un terme d'enjeu, mais et effectivement, la question de la production onirique, de la capacité de fantasmatisation, est très pauvre, en fait. Donc du coup, on va injecter des images. On dit que le clinicien prête sa capacité de rêverie au groupe, mais ça pourrait très bien se faire en psychothérapie individuelle. Moi, ça m'arrive très régulièrement et pas qu'avec les patients psychotiques, hein. Des patients qui sont traumatisés, des patients qui ont une difficulté d'élaboration, de leur prêter des images. «Oh tiens, ce que vous dites, ça me fait penser, on pourrait imaginer que», et cetera et qui permet finalement de contribuer à ce à cette relance d'une appropriation de la fonction alpha, de mise en sens, à partir d'images que nous, les thérapeutes, allons prêter aux patients pour leur permettre de mettre du sens sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais ça, on n'en a pas forcément tout le temps besoin. Par exemple, Anzieux et KS, ils ont commencé à travailler sur le groupe à partir d'un groupe qui s'appelle le groupe du paradis perdu, qui est un groupe qu'ils ont mis en place dans les années, fin des années 60, enfin je ne veux pas dire des bêtises. Non, c'était 62-63 me semble-t-il, c'est pas du tout enfin c'est au début des années 60, à Aix-en-Provence. Et en fait, c'était un groupe, expérientiel qui a duré 3 jours avec, ce qu'on appelle des psychistes, c'est-à-dire, en gros, des psychologues, des éduc-spé, et des universitaires. Et en fait, c'est grâce à cette expérience clinique de groupe fondatrice où en fait pendant, 3 jours, ils étaient, en cercle à parler, 3 jours quoi. Enfin, c'était vraiment très, très, très intensif. Un groupe psychanalytique de parole. Et en fait, à la suite de cette expérience, ils ont théorisé tout un tas de choses et c'est comme ça qu'Anzieux a commencé à faire toute sa théorie sur le fonctionnement du groupe et que KS l'a suivi et cetera. Et mais ça, c'est un livre à lire et d'ailleurs, c'est un ouvrage qui s'appelle Chronique du groupe Le Paradis perdu, donc c'est que des notes de ces séan de ces premières séances qui sont vraiment, enfin dans le paysage, de la psychanalyse de groupe, c'est vraiment un ouvrage qui est fondateur, en fait. Il est pas du tout théorisant, juste il renvoie aux séances qui s'est passées à ce moment-là. Mais en fait, on voit bien toute la capacité de fantasmatisation du groupe. Et pour le coup, les thérapeutes n'avaient absolument pas besoin d'injecter des images. Le groupe lui-même a été très producteur, d'images, qui faisaient sens pour tout le monde, ils arrivaient à élaborer, et ça, vous voyez, enfin, pourquoi j'en parle? C'est pour montrer qu'en fait, bien évidemment, les types de conduite de groupe ne sont pas du tout les mêmes quand on est avec des patients schizophrènes, quand on est avec des adolescents, quand on est avec des enfants, quand ce sont des groupes avec des médiations, par exemple, groupe, peinture, groupe, écriture, groupe thérapeutique et quand il n'y a pas de médiation. Dans le psychodrame, c'est encore autre chose donc voilà. Et pour finir l'épisode, je me demandais, qu'est-ce que le contact, avec, les patients psychotiques a changé dans votre manière de percevoir le monde ou même de vous percevoir vous-même, en tout cas, ou votre expérience consciente quotidienne? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que vous en êtes, à changer peut-être la manière dont vu que ça touche les perceptions en partie, comment est-ce que ça a pu changer, du coup, votre vision du monde et de vous-même? Ben, moi, la clinique des psychoses, elle m'a quand même confrontée à des parties de moi, que je savais qui étaient existantes parce que j'ai commencé un travail analytique avant de commencer des études de psycho et enfin, quand j'étais en licence, je faisais déjà 3 séances par semaine avec un analyste donc j'étais quand même bien, bien au travail
Mais donc j'avais déjà, bon, j'avais un peu déjà touché du doigt des parties de moi, qui étaient plutôt archaïques. Mais c'est vrai que la clinique des psychoses, m'y a quand même confrontée de façon très, très intense, parfois même un peu brutale, me ramenant encore plus à la nécessité absolue de l'humilité du thérapeute, dans son travail thérapeutique. C'est-à-dire que, déjà le travail, c'est pas nous qui le faisons, c'est le patient qui le fait. C'est le patient qui décide d'avancer, c'est le patient qui a le potentiel d'avancer, c'est le patient qui nous offre la possibilité de nous rapprocher de son univers. Et quand on y est, faut pas batailler avec. Au contraire, c'est une chance de pouvoir avoir accès à ces représentations, à ces modes de fonctionnement qui sont à la fois extrêmement touchantes, mais qui peuvent être aussi extrêmement déstructurantes, à commencer pour le thérapeute, hein. Ça peut être parfois très violent, très dur. Moi, je me rappelle de suivis où je pleurais, quoi. Enfin, à la fin des séances, c'était très douloureux, quoi. C'était dur parce qu'ils ont vécu des choses, souvent, c'est des parcours de vie qui sont, irreprésentables. Donc l'humilité, c'est vraiment quelque chose qui a fait trace et que, enfin, moi, en tout cas, je garde, enfin, en tout cas, enfin, que j'essaye de garder encore. Et cette capacité et cette nécessité de se dire que c'est le patient, qui est au centre de tout. C'est le patient qui décide. Il faut respecter ce que le patient veut, il faut, aller à son rythme, il faut s'adapter à son rythme et hem et toujours remettre en question, nos présupposés, nos théories, parce qu'on a très vite tendance à se barricader derrière des paradigmes, derrière des façons de penser, le sujet supposé savoir, alors que non, sujet sachant, ça n'existe pas, enfin, en tout cas, moi, dans ma conception et que, c'est l'autre et c'est la rencontre avec l'autre qui nous apprend, comment on va pouvoir travailler avec lui et faire un petit bout de chemin avec lui. Ok. Bah, merci beaucoup Clarisse pour toute cette sagesse et pour tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Merci à vous.